Bonjour Caro. Bonjour Lily Rose. Bon, c'est un contexte assez particulier pour moi cet enregistrement. On est à Brocéliande en Bretagne. Ça fait 3 jours qu'on chemine, qu'on fait un stage, qu'on a fabriqué notre tambour chamanique. Ouais, donc c'est tout un contexte qui est assez nouveau dans le podcast. Je t'avoue, c'est la première fois que je le fais dans ce contexte-là, donc je suis contente. Cadre. Quel cadre pour les personnes qui verront la vidéo. Là, on est dans une partie du jardin, un peu excentrée. Tranquille avec le bruit des oiseaux que vous entendrez peut-être. Vive la nature. Si jamais, peut-être que vous entendrez des gens parce qu'on n'est pas que toutes les deux à participer à ce stage, mais ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, si je suis là avec toi, c'est pour parler de l'arrêt de la cigarette en l'occurrence parce que tu es spécialisée dans ça. Tout à fait, ouais. Et tu as une technique d'ailleurs que tu as conçue toi-même, un concept, c'est ça Ouais, j'ai effectivement créé ma méthode d'arrêt du tabac qui s'appelle l'acceptation programmée. C'est une méthode qui a vu le jour maintenant il y a, je dirais bien 6 ans au moins. Peut-être un petit peu plus même. Les années passent et voilà, donc oui, c'est toute une méthode d'accompagnement à l'arrêt du tabac et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup pour le coup. Trop chouette, tu vas nous parler de tout ça. Mais avant, la première question que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce qu'ils peuvent se présenter? Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, ton parcours, et ça peut être intéressant aussi de parler de ta relation avec la cigarette parce que tu es une ancienne fumeuse, donc tu sais encore plus de quoi tu parles. Ah oui, pour le coup, oui. Donc voilà, je te laisse la parole. Alors, moi déjà, je m'appelle Caroline Cospin et donc j'ai effectivement tout un parcours avec la cigarette. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde, ado, au lycée, et puis je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça plutôt ringard de fumer. Je trouvais que ça puait, je comprenais pas. Mais ça m'a pas empêché d'y être tombée un peu pour faire comme tout le monde, avoir ce sentiment d'appartenir à un groupe. Donc ça a commencé au lycée et puis forcément la cigarette c'est littéralement installé dans ma vie. On se fait piéger par toutes ces habitudes. Et mais j'avais quand même conscience que c'était mauvais pour la santé en fait. En général on l'a tous en tête. Et très vite quand même, très vite. Elle est restée bien 13 ans dans ma vie, donc j'ai quand même cherché des solutions pour arrêter. Alors, je suis passée un petit peu par toutes les phases, stade, j'arrête d'acheter des cigarettes, je suis passée en mode taxeuse professionnelle auprès des amis. Ça n'a pas forcément été toujours simple pour eux, mais finalement, ce sont toujours mes amis, heureusement. J'ai essayé les patchs, j'ai essayé de réduire la consommation, j'avais fait également de l'hypnose à l'époque. J'avais vraiment essayé plein de choses. Et de temps en temps, il y avait des petites victoires et finalement, la cigarette revenait inlassablement dans ma vie. Ouais, c'était jamais périn. Non, c'était vraiment si arrêt il y avait, on était sur une histoire de quelques semaines, voire j'ai eu un arrêt de quelques mois et un autre 1 an par exemple, mais ça a été le maximum. À chaque fois il y avait rechute derrière. Du coup, pour toi, quelles sont les prérogatives pour arrêter de fumer ? Alors, les prérogatives, déjà, c'est d'en avoir envie. Ça, c'est la base de la base. C'est vraiment être motivé à l'arrêt du tabac. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent arrêter de fumer. Je dirais 80-90% des fumeurs, je mets les jeunes fumeurs à part, mais sinon, ceux qui fument déjà depuis longtemps veulent arrêter de fumer. Maintenant, il y a une différence entre avoir envie d'arrêter de fumer et vraiment s'impliquer dans le processus. Et donc, la notion d'engagement. Donc, la notion d'engagement, en général, elle va venir quand on ressent une grosse douleur au fait d'être fumeur. C'est-à-dire que là, vraiment, je constate que la cigarette, j'ai des effets négatifs sur la santé, j'en ai marre de cette odeur que je trimballe, ça me coûte très cher tous les mois, j'ai des reproches de X, de Y personnes dans ma famille ou autour de moi. Donc finalement, c'est que lorsqu'on va commencer à ressentir de la douleur à être fumeur, que là, on active une case, il y a quelque chose qui se manifeste en nous, on se dit, oh là, j'en ai marre, je vais arrêter. Et donc là, on va commencer à aller chercher un peu des stratégies, des solutions à mettre en place. Mais souvent, on va attendre d'arriver à un stade de douleur pour initier le changement. Ouais. Alors, c'est bien,
C'est un moyen pour bouger, mais c'est dommage d'en arriver là, quoi. C'est un peu dommage d'attendre ce stade-là. Donc c'est que tu remarques que généralement les gens qui viennent vers toi, c'est que la cigarette est plus devenue une contrainte qu'un plaisir. Et que du coup ils veulent exactement. Là ils voient plus d'inconvénients que de bénéfices à continuer à fumer, et quand finalement on pèse un petit peu cette balance, à ce moment-là ils commencent à se dire oui, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de mettre en place un processus, et à ce moment-là c'est là qu'interviennent toutes les peurs. Parce que là les peurs vont ressurgir, type oui mais aujourd'hui si j'arrête, comment va être ma vie sans, est-ce que je peux arrêter de fumer, est-ce que j'en suis capable, comment je vais faire pour gérer mes émotions, est-ce que je suis capable d'accepter l'échec. Exact aussi. Alors ça, je dirais qu'en général, ils le prennent pas toujours en compte. Par contre, c'est l'une des peurs qui ressort. La peur de l'échec, c'est l'une des premières peurs qu'il y a dans le cadre de l'arrêt du tabac. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter l'échec ? Pas toujours. Hein. Pas toujours. Mais ça induit une énorme pression qui est installée. Okay. Ça, c'est évident. Wow. C'est évident. Et d'ailleurs, ce qui a fait que la méthode aujourd'hui, elle a vu le jour, c'est que justement, moi, j'en avais un petit peu marre de ces échecs à répétition. Et en fait, je me suis dit, mais il y a des choses qui sont pas prises en compte aujourd'hui dans l'approche, je dirais plus classique de l'arrêt du tabac, dans ce qui est proposé actuellement, et le fait que justement l'échec, alors oui il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi le fait qu'une fois qu'on a eu un échec, la plupart des gens vont juste s'arrêter au stade de j'ai peur de me retrouver à nouveau dans le contexte qui m'a mis en échec. J'ai peur de me retrouver dans un cas de coup dur, ou j'ai peur d'être au cours d'une soirée, le fameux juste une. Et puis finalement, les gens vont rester juste au stade premier qui est j'ai peur de réinitier ce moment-là dans ma vie et que du coup ça me fasse rechuter. Et c'est là où c'est hyper important, c'est bien au contraire, c'est de se dire ok, là j'ai eu de l'information dans ce contexte, ou dans ce contexte j'ai été dans soit une fragilité par rapport à un moment émotionnel de ma vie qui a été un peu chargé, mouvementé, gros stress, cas de coup dur ou autre, soit une charge émotionnelle aussi positive, hein, du fameux juste une. C'est souvent une émotion, on est bien, c'est festif, c'est agréable, c'est tout ça, oh allez juste une, et puis on met pas vraiment de conscience à ce qu'on est en train de faire, et finalement en fait comme les gens restent uniquement au stade de la peur, ils en oublient qu'ils ont une information qui est très précieuse, qui est mais attends, là il y a eu une fragilité à ce moment-là, donc tu as une information hyper intéressante à venir aller travailler sur toi, plutôt que la réponse de facilité qui est cigarette égale solution, donc j'y vais, je fonce, bien au contraire. Et donc quand on prend le temps d'analyser aussi ces rechutes, ça devient très précieux en fait. Ouais. Et ça, souvent les gens restent juste au stade de non, je veux pas me retrouver dans tel ou tel contexte, je veux pas vivre ça, alors que finalement en fait c'est plutôt super sympa que t'aies vécu ça. Ouais. Même si c'est pas très agréable, on est bien d'accord, mais quand tu prends le recul et que t'observes, tu te dis mais finalement oui, mais regarde, on t'a montré quelque chose qui était important dans ta vie, et on est en train de te donner de l'information pour que tu ailles renforcer des aspects voilà, pour que finalement tu ailles dans le sens de la personne que tu as envie d'être sans cette cigarette. Ouais. Et par exemple, prenons un cas concret d'une personne qui ferait une rechute, par exemple, voilà, un coup dur, ouais, ou grosse période de stress, travail, argent. On pourrait citer plein d'exemples. La vie en fait. La vie, voilà. Elle rechute. Ouais. Comment est-ce qu'elle peut l'analyser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment, du coup, ne pas être dans la culpabilité de « j'avais » ou « je refume », mais justement s'en servir comme... comme tu disais, tu vois, quelque chose de positif parce que ça a donné de l'information. Déjà, effectivement, si on rechute, ça sert à rien de se flageller derrière. Il y a rechute. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas su gérer la situation. Alors, c'est pas qu'on n'a pas su la gérer. Je dirais que sur le moment, ça a été la seule option dans notre esprit pour gérer la solution. Mais pourquoi c'est la seule option présente dans l'esprit ? C'est ça qui est hyper important. C'est que tu te rends compte la puissance du formatage qui est fumer égale solution.
C'est-à-dire que depuis qu'on est bébé, en fait, depuis qu'on est bébé, on a tous été formatés à penser fumer égale solution. Et ce formatage, déjà d'une, il s'est fait de 2 manières. Il s'est fait soit en direct, soit en indirect. En direct, on a tous connu des gens dans notre famille qui fumaient, ou des amis, tout simplement, et on a été confrontés à la cigarette relativement tôt, de toute façon. Alors c'est vrai que le monde évolue, donc maintenant ça change quand même un peu plus, mais enfin bon, le tabac reste encore très présent. Donc ça, c'est le formatage direct. On a eu des références vraiment en direct avec cette cigarette. Et donc forcément aussi des charges émotionnelles. La fameuse Madeleine de Proust, maman qui fumait, ou un grand-parent qui fumait les cigares, ou les odeurs qui ramènent à des souvenirs. Donc on a des ancrages affectifs aussi là-dessus. Maintenant, donc ça c'est le côté direct, et après en indirect, il y a le côté tout ce que le cerveau a collecté en termes d'informations auprès de la cigarette. Et ce qu'il a collecté à travers les médias, à travers les films, les publicités de l'époque, elle est encore très très présente cette cigarette aujourd'hui dans les séries, dans tout ça, et finalement on nous montre, et on nous l'a toujours montré d'une manière relativement positive, sexy, où ça donne c'est la classe, c'est de la contenance, c'est de l'affirmation, c'est plein de choses finalement, du charisme, donc on a des références à ça, et le cerveau enregistre ces informations là, et il enregistre et il intègre vraiment dans son esprit fumer égale solution. On a tous conscience que quelque part fumer égale problème, mais ça on le met toujours en arrière-plan dans son esprit. Pourquoi ? On n'aime pas avoir mal. L'être humain n'est pas maso, il n'aime pas avoir mal, donc comme il n'aime pas avoir mal, le fumer égale problème, on le met en arrière-plan, on ne met pas trop son attention dessus. Mais le fumer égale solution est très très engrammé. Il est vraiment très très puissant. Pourquoi ? Je vais mal, je prends une clope, ça ira mieux. Je vais bien, cette clope intensifie mon plaisir. J'ai besoin de me concentrer, cette cigarette va m'aider à me concentrer. En fait, finalement, fumer est toujours une solution pour le fumeur. Quoi qu'il se passe dans sa vie. Et comme il a associé de toute façon cette cigarette à tous les moments de sa vie, fumer est toujours une solution pour tout. Ça devient même une question d'identité d'une certaine manière aussi, que tu disais. Beaucoup de gens s'identifient, et beaucoup de gens que je vois me disent non, mais cette cigarette fait partie de moi. Alors, non, c'est un peu normal de penser comme ça. En soi, non, la réalité nous montre que la cigarette ne fait pas partie de nous. On n'est pas né avec une cigarette, on a appris à fumer, heureusement d'ailleurs. On a appris à fumer, ça a été tout un apprentissage, parce que quand réellement on ramène le fumeur à sa toute première cigarette, en général pour beaucoup de personnes, elle a été dégueulasse. Elle est infecte en termes de goût, elle fait tousser, il y a un goût dégueulasse dans la bouche, bref, ce qui n'est pas le cas de tous, mais une grande majorité quand même. Donc, ça a été quand même un apprentissage de fumer. Donc, dire ça fait partie de moi, non, c'est parce que le cerveau n'a pas la référence, n'arrive pas à se reconnecter à une autre forme de référence d'une vie sans. Donc, oui, mais je me suis construit avec. Ok, très bien. Oui, en plus, on est dans le cadre de l'adolescence, donc c'est là où on est en quête identitaire, on se construit avec cette cigarette. Ok, je peux l'entendre. Oui, mais j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie avec. Ok, très bien. C'est une amie de la famille, en fait. C'est un peu ça. Je pourrais pas concevoir cette vie sans, mais c'est juste parce que le cerveau n'a pas d'autres informations et il n'arrive pas à les brancher sur autre chose. Donc, on se dit que cette cigarette fait partie de moi. Non, elle a fait partie d'un moment important de la vie de la personne, mais j'avais entendu cette notion que il y a les bonnes années de la cigarette et il y a les mauvaises années de la cigarette. Je trouve ça très juste quelque part, parce que les bonnes années de la cigarette, c'est justement toutes ces années de vie où on est ado, où on s'ouvre à la vie, on a des tas d'expériences finalement, on prend son autonomie, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc forcément on lui donne un pouvoir très fort aussi à cette cigarette, et puis une valeur affective très puissante. Donc c'est vrai qu'on se dit non, ça fait partie de moi. Donc je peux comprendre le rapport identitaire qui est développé là-dessus, mais quand on la remet en perspective, c'est de dire ok, elle a pu faire partie pendant un pan de ma vie, une grosse période pour une bonne partie des gens, mais ça reste
peut-être une bonne période de la vie, très bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir qu'il y a aussi les mauvaises années qui, plus on fume, plus on sait qu'on a de chances derrière quand même de pas être au top quoi. Ouais. Oui, puis après c'est comme tu disais quoi, tu remarques que généralement les personnes qui viennent, c'est les personnes qui commencent à rentrer peut-être dans le mauvais justement de la cigarette et qui ils rentrent plus dans ce mécanisme de douleur. Ouais, complètement. Et par rapport à la cigarette, j'avais une question, c'est finalement pourquoi on fume? C'est un vaste sujet. Pourquoi on fume? Après j'imagine quand même que ça doit être propre à chacun et chacun doit avoir une raison profonde qui est différente et qui diverge, mais je pense qu'il y a quand même une tendance générale qui peut une vérité générale qui peut être dite. On peut tous avoir les raisons. Moi, ce qui a fait quand j'ai commencé, c'était pour X ou pour Y. Effectivement, on a nos raisons qui nous sont propres et personnelles. Maintenant, après, la vraie raison de pourquoi on fume, on nous assène en permanence que c'est la nicotine en réalité qui est derrière tout ça et c'est cette fameuse nicotine qui fait qu'on fume. Alors la nicotine a bien une action aujourd'hui pour le cerveau, mais on lui attribue je dirais des qualités, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais des attributs en tout cas qui sont hors normes par rapport à l'idée de pourquoi je fume. La nicotine aura une action, mais la plupart des gens ne savent pas qu'en réalité, il y a du sucre dans les cigarettes. Sous forme d'additifs, exhausteurs de goût. Alors, il faut avoir aussi cette information que dans les cigarettes électroniques, le taux de sucre est énorme, avec tous les parfums qui existent. Donc là, et le sucre est l'une des premières drogues pour le cerveau. Donc, c'est pas qu'on est accro physiquement, c'est pas qu'on est dépendant physiquement à la nicotine, c'est vraiment cette association nicotine-sucre qui va avoir une action pour le cerveau, qui va donc activer la zone plaisir et récompense et libérer la dopamine. Donc qui est un peu l'hormone du bien-être, du bonheur. Donc c'est vrai que sur l'instant, quand on va tirer sur sa cigarette, on va vraiment avoir cette sensation que c'est agréable. Ok. Ça, c'est ce qu'on va avoir, je dirais, un peu comme premier effet. Et puis, il y a le deuxième effet. Si c'est des clopes industrielles, c'est quand même 4000 substances chimiques intégrées dans le corps. Donc là, il y a le deuxième effet qui se coule juste derrière. Donc, beaucoup moins sympa. Mais en réalité, aujourd'hui, il a été mis en lumière et prouvé d'ailleurs qu'on est plus dans le cadre d'une appétence qu'une addiction réelle physique à la nicotine. On est plus dans cette notion d'appétence de l'association nicotine-sucre. Si on était réellement dans le cadre d'une addiction physique, une addiction physique suscite que le corps réclame sa dose. Or, en général, quand on est fumeur, on dort la nuit. On se réveille pas en beau milieu de la nuit pour prendre sa dose de nicotine ou de sucre. On n'est pas dans ce rapport-là. Le matin, on peut même faire une grasse mat, dormir 2 heures de plus. Pourtant, le corps est en attente depuis 2 heures et c'est pas un problème. Finalement, la personne va toujours fumer sa première cigarette de la même manière. C'est très ritualisé en fait. Donc là, ça nous montre à quel point on est plus dans le cadre d'une appétence qu'une réelle addiction physique. En tout cas, pas de la manière dont on nous l'entretient dans l'esprit aujourd'hui. Et elle est entretenue volontairement. Il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux économiques à entretenir cette idée. Il y a aussi vendre tous les patchs à base de nicotine. C'est quand même assez fou quand on y pense. T'es accro à la nicotine et on te dit fais un sevrage pour faire pour te sevrer de la nicotine, on va te faire un sevrage avec la même substance qui te rend accro. Donc on sait très bien d'ailleurs que les patchs c'est les pires résultats qui existent aujourd'hui dans le cadre de l'arrêt du tabac. D'accord. Donc c'est pas le moyen pour arrêter. Alors il y a des gens qui vont entendre tout ça et qui vont dire oui mais moi j'ai arrêté de fumer avec les patchs. Mais oui bien sûr parce que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on va le faire et l'état d'esprit va avoir un rôle capital dans la réussite en réalité. C'est pour ça qu'on dit souvent l'hypnose ce n'est pas de la magie, il faut aussi se préparer, il faut être motivé, c'est pas juste je viens, je verrai bien, je croise les doigts. Oui, le thérapeute appuie sur un bouton et j'arrête de fumer, je verrai si ça marche ou si ça marche pas. Ça, c'est le grand classique. Non, ça montre l'importance de l'impact. Pourquoi ? Parce que la personne qui va vouloir prendre des patchs, on va prendre 2 cas. On va prendre la personne A et la personne B. Il y a la personne A qui se dit, moi, je vais arrêter de fumer. Du coup, ma référence, c'est les patchs. Ok, je vais prendre des patchs et puis, je verrai bien.
Donc ça veut dire que la personne, elle va faire une sorte de mouvement de l'extérieur. Donc elle va partir de l'extérieur d'elle. Donc je vais prendre les patchs qui sont l'extérieur et je vais mettre mon patch sur moi en espérant qu'en mettant ce patch, ça va créer à l'intérieur de moi cette décision d'arrêter. Mais la décision, il y a une envie, mais la décision n'est pas vraiment, l'engagement n'est pas encore vraiment là. Alors on va me dire, si, il y a un engagement, la personne a mis un patch, oui, mais c'est pas suffisant. C'est, je fais quelque chose, je fais une action et j'attends de voir. Et donc la personne part de l'extérieur en espérant que ça vienne créer un élan ou un mouvement à l'intérieur qui fera que je veux plus de cette cigarette et que je la rejette. À ce moment-là, c'est pas OK. La personne, si vraiment elle est motivée, personne B qui est motivée, qui dit « Ok, là, je prends ma décision, j'en ai marre, je suis motivée. Bon, je sens quand même que là, j'ai besoin d'un coup de main. Et je vais prendre des patchs. » Mais la personne, elle prend les patchs pas en attendant que le patch fasse pour elle, mais la personne a pris le patch parce que là, elle sent que ok, j'ai pris ma décision, je m'y attelle, mais je sens quand même que j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Ça va peut-être me rassurer, ça va peut-être me conforter dans ma décision. Ok, très bien. La personne, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle part de l'intérieur et elle va chercher à l'extérieur l'aide extérieure, qui est le patch, pour éliminer la cigarette. La posture est complètement différente. Et ouais. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir des personnes qui vont me dire « Oui, moi, les patchs, ça a bien marché. » Oui, mais t'étais dans quel état d'esprit et des personnes qui vont dire « Moi, j'ai fait les patchs, mais ça m'a pas empêché de fumer. » Bah oui, ça t'a pas empêché de fumer. Mais on te met pas un truc qui t'empêche de. Où est-ce que tu es positionné Voilà, si aujourd'hui la personne vient faire ce travail avec l'hypnose, avec le travail de l'inconscient en disant oui mais moi j'attendais que mon inconscient fasse le nécessaire pour, non en fait déjà où était positionné le conscient. Donc d'où l'importance de ce travail. Le positionnement il est fondamental et dans l'approche que j'ai aujourd'hui, je travaille d'ailleurs sur ce positionnement. Déjà rien que ma méthode est positionnée, conscient, inconscient, c'est pas pour rien. Le conscient il doit être opérationnel. Il a une place énorme et d'ailleurs c'est le conscient qui va acter la pérennité de l'arrêt du tabac, pas l'inconscient. Ouais, d'ailleurs on va en parler. Tu vas parler de cet aspect un peu conscient et inconscient, sachant que effectivement tu parlais notamment quand on est arrivé en voiture que l'hypnose c'est un peu la cerise sur le gâteau et que tout le travail sur le conscient c'est le gâteau en entier. Et on va parler justement de cette partie-là. Et mais avant ça, là tu viens de nous parler peut-être de certaines fausses croyances qu'on peut avoir par rapport au tabac, par rapport à la nicotine, etc. Et c'est super important. Mais du coup, par rapport à cette question pourquoi on fume, qu'est-ce que fondamentalement ça vient toucher en nous en tant qu'être humain? Alors, je parlais justement de la nicotine. Donc, on est dans le cadre de l'appétence. Oui, ça c'est. Donc, effectivement, je vais finaliser de répondre à cette question du pourquoi on fume. Il y a surtout, je dirais aujourd'hui 80% du fait qu'on est fumeur, c'est du conditionnement. C'est une dépendance psychologique. Les deux choses qui nous font fumer sont nos habitudes et nos émotions. Et on le sait très bien. On connaît, tout fumeur connaît exactement ses cigarettes habitudes. Ils savent exactement les citer dans l'ordre de leur journée. Et émotion. Plus la charge émotionnelle est forte et intense, plus ça va amener la personne à aller fumer. Demain, je vais mal, je suis au fond du trou, il n'y a rien qui va dans ma vie, on va fumer comme un pompier, gros stress et autres, ou 4 coups durs. Alors soit ça peut activer la rechute, ou là on y va et on y va gaiement. Soit le fameux juste une. Le fameux juste une qui est aussi lié à une charge émotionnelle positive. Là, pour le coup, je suis bien, c'est cool, c'est sympa. Donc, voilà, je me laisse entraîner dans le mouvement. Ok, donc, habitude et émotion, c'est ce qui fait qu'on a une dépendance psychologique. Et on a un conditionnement très puissant à ce fameux formatage exercé à l'esprit qui est fumée égale solution. Donc c'est ça en fait aujourd'hui, et c'est de se débarrasser de toutes les habitudes, les mauvaises habitudes qui ont été installées, et l'hypnose aura cette action de venir casser les associations construites autour de la cigarette. Les conditionnements finalement. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est de mettre de la conscience sur cette habitude que à chaque fois que émotionnellement je suis en réaction, mon habitude ça va être la cigarette en fait. Ça va être ma béquille. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que plus on va mettre de toute façon de la conscience derrière, plus on peut modifier son regard. Ça va devenir problématique quand justement on fume et qu'il n'y a plus de conscience, mais il y en a déjà plus depuis longtemps.
Je dirais qu'il y a eu de la conscience peut-être sur les premières cigarettes, mais après c'est tout. Il n'y a plus de conscience. Il va y avoir à nouveau de la conscience s'il y a une rechute, où la personne va déjà, en général, ne vit pas bien sa rechute. Ça dépend dans quel cadre elle a rechuté en général. Si c'est un cas de coup dur, bon bah là elle s'en fout, un peu plus ou un peu moins, je vais tellement mal que je m'en fous, j'y retourne. Je suis assez après. Donc là, voilà, exactement. Et par rapport à ça, la culpabilité va pas arriver tout de suite. La déception sera peut-être pas là tout de suite, mais elle viendra. À un moment donné, elle viendra. Mais remettre cette conscience, ça c'est fondamental en fait. Et on vit pas bien une reprise de toute façon, quoi qu'il en soit. On sait qu'on va payer la note derrière. Donc c'est à ces moments-là. C'était au tout début où il y avait de la conscience, et au moment d'une reprise, d'une rechute. Là, on a un petit moment où on remet cette conscience, et là, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, qui ne va pas. Mais sinon, ça devient problématique à partir du moment où il n'y a plus de conscience. Ouais, bah, c'est le pilotage automatique. Venons-en justement à cette partie, parce que comme je disais au début de l'épisode, toi, tu travailles beaucoup justement sur cette partie consciente et inconsciente. Oui. Donc, en quoi consiste ce travail de prise de conscience de notre relation qu'on a avec la cigarette ? Alors, en fait, déjà, c'est de comprendre les mécanismes de pourquoi je fume. Ça, c'est le b.a.-ba. Pour moi, pouvoir répondre à cette question, c'est un fondamental. Pourquoi je fume ? Quels sont les mécanismes qui font que je suis obligée de prendre cette cigarette alors que j'en ai pas réellement envie ? Parce que quand on demande aux gens combien aujourd'hui de cigarettes vous fumez par jour alors que vous n'avez pas réellement envie de les fumer, c'est énorme. Et en général, on est sur la moitié facile, mais on est plutôt sur les 3/4 de la consommation. Elles sont prises de manière pilotage automatique. Donc déjà, quand on met de cette conscience-là, c'est une chose. Pourquoi je fume ? C'est quoi les mécanismes derrière ? Si je prends pas cette cigarette-là avec mon café, qu'est-ce qui va se produire en moi ? Et en fait, c'est de comprendre. Mais je suis mal, je suis pas bien. Si j'ai pas ma clope, je m'énerve, je machin. Oui, mais est-ce que tu sais décortiquer le processus qu'il y a derrière ? Parce que quand on commence à décortiquer le processus et qu'on réalise réellement pourquoi on fume pour avoir à éviter la douleur de l'absence de la cigarette. Parce qu'on est tellement en pilotage automatique que cette cigarette doit être imposée là au moment du café parce que ça a été tellement répété que si on n'y répond pas, il y a une forme de douleur qui apparaît pour nous. Donc, et comme on veut pas vivre de douleur parce qu'on n'est pas maso, on est obligé d'y retourner en permanence. Donc quand on comprend en fait déjà pourquoi je fume, qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter de fumer ? Ça aussi, c'est hyper important parce que les gens veulent arrêter, mais pourquoi j'arrête pas ? Et le pourquoi j'arrête pas, il faut aussi aller prendre le temps de se poser pour se dire, mais qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui ? Tout simplement la peur. Et on en a plein. Il y en a beaucoup des peurs à l'arrêt du tabac, mais il y a surtout cette notion de peur de la perte. Si j'arrête de fumer, je perds mon doudou. Je perds ma béquille, je perds mon soutien, ma récompense, je perds... quand je parle de doudou affectif, c'est vraiment le doudou affectif des adultes. Donc, j'ai peur de perdre mon doudou. Et comment va être ma vie sans ? Et puis, il y a une autre peur qui est aussi énorme pour le fumeur, c'est j'ai peur de souffrir dans mon arrêt du tabac. Je vais prendre du poids, je vais être irritable, ça va être compliqué, je vais en chier, littéralement. Donc, dans la tête de la personne, non. Pourquoi m'infliger ça, quoi ? Pourquoi j'irais me faire mal ? C'est toujours pareil, en fait. Il y a toujours cette référence à évitement de la douleur et recherche de plaisir. Donc, c'est en ça où c'est vraiment fondamental de comprendre les mécanismes, de savoir les décortiquer. En fait, moi, c'est vraiment la phase ouverture. Ouvrez vos yeux, quoi. Ouvrez vos yeux. La cigarette n'est pas tout ce que vous vous êtes représenté. Et les mécanismes qu'il y a derrière, c'est beaucoup. On a énormément de croyances parce qu'on a été formaté à penser tous de la même manière. On pense tous la même chose. Cette cigarette me détend, elle m'aide à X. Ok, très bien. C'est pas la réalité de la clope. Il y a un monde des histoires. Il y a le monde de la réalité. Donc, à un moment donné, c'est ouvrir les yeux sur ce monde de la réalité. Alors, les gens vont dire, oui, je sais déjà, oui. Bon, dans ces cas-là, on peut synthétiser très facilement en une phrase. Oui, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. C'est la phrase exactement à laquelle je pensais, tu vois. Voilà, tu vois. Et oui, alors, je pourrais très bien, au lieu de passer 3 heures ou 4 heures à aller faire à décortiquer ce processus avec les gens, si la personne à la fin me dit, oui, bon, mais ça, je le savais déjà, en fait,
bon, bah, ça pourrait se résumer à c'est mauvais. Ah ouais, ok, bon, alors là, t'as pas compris, t'es passé à côté du truc. Parce que quand tu parlais du gâteau et de la cerise, oui, le gâteau, c'est bien le travail conscient. Parce qu'une fois que le travail est enregistré auprès de l'inconscient et qu'il a mis en place ces mécanismes, cette nouvelle stratégie avec la séance d'hypnose, oui, mais pérenniser un arrêt, c'est au niveau conscient. C'est pas ton inconscient qui dit « là, ça fait 6 mois là, que t'as arrêté de fumer. Allez hop, on y retourne. C'est le timing est terminé. Ouais, non. » Parce que c'est toujours un choix. Ouais. Fumer ou ne pas fumer relève toujours d'un choix. Donc, comme c'est un choix, mais un choix, ça part d'où ? Ouais. Du conscient, ça part d'une décision, d'une intention, il y a plein de choses qui se passent, mais ça reste conscient. Mais par contre, tu peux faire un choix sans mettre de conscience, en pilotage automatique, et c'est là reprendre son pouvoir. Quand on arrête de fumer et quand on le fait avec tout ce travail sur la conscience, c'est se réapproprier son pouvoir, se réapproprier mon autorité par rapport à cette cigarette. Et c'est moi qui décide. C'est pas juste, je fais une séance, faites-moi ce qu'il faut pour que j'arrête. Oui, mais il est où le travail en profondeur, là ? Comment on assoit ça, en fait, finalement ? Voilà, et une fois qu'on arrête de fumer, il y a aussi tout le travail derrière d'entretenir cette conscience de non-fumeur. Ouais, du après. Mais par rapport à toutes ces prises de conscience qu'on peut avoir lorsqu'on met de la conscience justement sur le comportement qu'on a avec la cigarette, je trouve que ça peut paraître vertigineux en fait de se retrouver face à tout ça, et que justement à ce moment-là l'appel de la cigarette, effectivement, c'est la première solution qui peut arriver. À ce moment-là, quelles sont les autres solutions qu'on peut venir sur lesquelles on peut venir s'appuyer autre que la cigarette en fait? Quelles sont les autres béquilles qu'on peut avoir à notre disposition face à ces nouveaux comportements quoi, face à... Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il faut nécessairement venir remplacer? Déjà ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'automatiquement c'est venir remplacer par? Est-ce qu'il faut absolument que je trouve des stratégies à tout ce à quoi cette cigarette pouvait répondre? J'en suis pas sûre. Ça, c'est parce que justement le rapport de perte, j'arrête, donc je vais perdre. Donc comme je perds, il faut que je trouve autre chose. Moi, j'aurais eu tendance à dire que pour un fumeur, la cigarette est un surplus dans sa vie par rapport à un non-fumeur. Waouh, ouais. C'est un peu la vision, elle peut paraître simpliste quelque part. Et je comprends tout ce que ça implique quand je dis ça. Mais néanmoins, la cigarette, c'est un élément en plus par rapport à un non-fumeur. Mais c'est surtout que la cigarette vient empêcher d'aller explorer ses propres ressources. C'est quelque chose qui, au contraire, nous prive de savoir qui on est. Pourquoi ? Parce qu'on se cache derrière un truc. On a mis une sorte de filtre. Je vais pas voir. Réponse automatique, cigarette, je fuis. Donc, finalement, moi, c'est de plus en plus, je le perçois comme ça. Un arrêt du tabac, je le vois comme un super outil de développement perso. Vraiment. Pourquoi ? Parce que quand tu arrêtes de fumer, c'est là où tu te retrouves avec toi-même. C'est une reconnexion à soi. Alors oui, ça peut paraître vertigineux pour des gens qui n'ont pas envie de se faire chier. Moi, je veux pas faire travail sur moi. Ok, très bien, mais tu peux arrêter de fumer. Tu peux aussi arrêter de fumer sans chercher à vouloir que ce soit un arrêt qui soit solide, définitif ou ce genre de choses. Très bien. Mais au fur et à mesure, tu vas apprendre de toute façon. Parce que même si tu rechutes, tu apprendras. Parce qu'à travers la rechute, t'auras eu un temps de vie sans cigarette, t'auras eu un temps d'observation, un temps de... Donc, de toute façon, tu vas apprendre. Tu seras obligé de bouger. Ouais. Donc, d'une manière ou d'une autre, la personne va trouver ses ressources. Et puis, ce qui est assez drôle, je raconte une petite anecdote comme ça, mais que je trouve assez marrante. C'est que les Indiens, à l'époque, ils se mettaient de la peinture sur le visage. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Ils se mettaient de la peinture sur le visage, là, comme ça, dans l'optique d'avoir du courage. Ok, donc c'était un moyen pour eux d'aller mobiliser ce courage, tout ça. J'ai une petite question là pour toi. Vas-y. D'après toi, est-ce que le courage, il était présent là dans les pigments de peinture ? Bah non. Non, ok, ça te semble ok, oui, hein, oui. On est d'accord. Est-ce que une fois qu'il prenait la peinture et qu'il l'appliquait sur le visage, le courage apparaissait là vite comme par magie, il fallait l'attraper pour s'en saisir ? Non. Non.
Il était où d'après toi le courage ? En E. On est bien d'accord. Ça veut dire que la ressource du courage, elle est présente déjà à l'intérieur d'eux. Ça te semble évident ? Ouais. Ok. Ça semble tellement évident quand on parle de la peinture et du courage pour les Indiens. Mais dès qu'on parle de la cigarette, on regarde cette cigarette puis on se dit là il y a le stress, là il y a le calme, là il y a la détente, là il y a le bien-être, là il y a la concentration, il y a toutes les ressources et la personne s'est identifiée sur le fait que toute la ressource est dans cette cigarette et que si j'élimine cette cigarette, il n'y a plus la ressource. Alors ça paraît tellement, quand j'explique ça aux gens, les gens me regardent, oui, c'est évident que c'est pas dans le pigment de peinture ou que si je le mets sur le visage, ça va pas apparaître comme par magie, ce courage. Mais que dès qu'on parle de la clope, dans leur esprit... Erreur 404. Exactement. Et là, je t'assure que quand je leur dis ça, ça bug un peu. Hein. Et là, on se dit, ok. Ah ouais, mais oui. Vous avez des croyances et des illusions de perte parce qu'on vous a formaté à penser de cette manière-là. Et qu'on vous a tellement traumatisé à l'arrêt du tabac que c'est difficile, tu vas en chier, que machin. Même le jour où tu décides de partir toi-même dans ton aventure d'arrêt du tabac, tu pars déjà avec un sac à dos déjà bien lourd. Hein, ouais. Parce que tu pars avec tout ton lot de croyances, comme quoi ça va être pénible, ça va être difficile et autres. Donc, de toute façon, nos croyances déterminent notre réalité. Bon, t'inquiète pas, hein, tu vas mettre en place ces fameuses croyances qui sont toujours entretenues. Mais en fait, quand tu réalises, donc, je reviens toujours à cette fameuse question où tu me dis, c'est quoi les ressources, c'est quoi le truc qu'on peut faire derrière ? Mais la personne va se réapproprier qui elle est en fait. Ouais. Elle va se rendre compte d'elle-même qu'elle les a, ces ressources. Elle va juste se libérer d'un poids, d'une contrainte, de quelque chose qui lui est imposé, de devoir faire quelque chose en permanence. Et le prix à payer, il est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Parce que les fumeurs ne se rendent pas compte, mais la note au quotidien, waouh, elle est sacrément salée. C'est super puissant ce que tu viens de nous partager et j'aime beaucoup, tu vois, ça vraiment, je trouve que ça vient vraiment débloquer quelque chose, de se dire qu'effectivement la cigarette c'est un plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas moins sans. Non. C'est même, je dirais, l'inverse, en fait. C'est-à-dire que si la personne est plutôt amoindrie avec cette cigarette que sans. Parce que, moi, je pose souvent cette question aux gens. Je leur dis, mais d'après vous, est-ce qu'un non-fumeur peut se détendre ? Est-ce qu'un non-fumeur est soumis au stress ? Donc, bien sûr, ils me regardent et disent oui. Alors, certains, des fois, c'est un peu... Et je leur pose la question, je leur dis, est-ce qu'un non-fumeur peut boire un café, peut apprécier un moment de convivialité ? Est-ce qu'un non-fumeur est soumis aux aléas de la vie ? Bien évidemment que oui. Il va juste aller mobiliser ses ressources autrement. Mais c'est un vrai écran de fumée, c'est le cas de le dire, mais c'est un vrai écran de fumée qui nous empêche de voir qui on est en fait. Donc, on va se redécouvrir. Il n'y a pas réellement de stratégie à mettre en place. Il y a juste à surtout être dans l'acceptation, que je lâche ce truc-là. L'acceptation que ce que je suis en train de faire, c'est juste pour moi. Et accepter, pas pour rien que la méthode s'appelle acceptation programmée. On programme en quelque part cette acceptation, mais on la programme pas avec force ou avec violence. On la programme parce qu'on a envie de rentrer dans ce cheminement de j'accepte ce changement, mais je ne veux pas le faire dans la douleur. Mais voilà, pour beaucoup, il y a toujours encore tout ce formatage de douleur. Ouais, voilà, et c'est intéressant aussi de voir l'arrêt de la cigarette non pas comme un combat compliqué et difficile, mais peut-être comme une proposition d'évolution, de développement personnel et de découverte de soi et de fierté, de puissance en fait. Exactement. La plupart des gens, quand on leur pose la question, quand ils ont déjà arrêté de fumer, moi je leur dis, vous êtes senti comment ? Ah là là, j'étais fière, j'en parlais autour de moi, je me sentais mieux, j'avais le teint plus lumineux, enfin bref, les gens constatent de toute façon les bienfaits. Ok, et quand on leur pose la question, comment tu t'es senti quand t'as repris ? Ah là, je me suis pas sentie bien, mon estime en pris un coup, je me suis sentie un peu comme une merde, voilà, et automatiquement, c'est re-signé avec des émotions négatives. Donc, on se rend bien compte, in fine, de ce que ça a comme impact. Mais le tout, c'est de mettre cette conscience dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois maintenant. C'est un
un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même, on le voit pas tout de suite, hein, l'idée du cadeau. Hein. On se dit, oh là là, je vais signer pour aller au bagne, je vais... oh là là, ça va être... on le voit pas comme ça. Mais moi, je sais personnellement que ça a été l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Ouais. Aujourd'hui, je le vois et c'est précieux pour moi. En tout cas, pour moi, c'est précieux. Et si j'arrive à insuffler ce truc-là... à d'autres. Ouais, c'est hyper important. Ouais, oui, c'est sûr que c'est super précieux. Et je pense que même si les personnes qui écoutent ça ne sont pas concernées par la cigarette, en tout cas, ça peut être de belles propositions à leur entourage qui... C'est vrai que souvent, l'arrêt du tabac vient en compte, mais il y a toujours ces ces peurs, etc. C'est pas le bon moment. On a toujours des excuses, on a toujours plein de trucs derrière, de toute façon, mais voilà, donc c'est tout l'intérêt de ça, et puis surtout c'est de venir entretenir après cette nouvelle pensée. Et ça, c'est en ça où je dis il y a une notion un petit peu de marathon, mais pas un marathon où c'est un labeur, où c'est juste se rappeler. Et de temps en temps, juste une petite piqûre de rappel, de se rappeler que finalement je suis bien maintenant dans ma vie de non-fumeuse, et je me rends compte que j'ai mes ressources pour gérer, ne serait-ce que remettre ça en conscience. Une fois qu'on arrête, c'est de se dire tiens, là j'ai su gérer cette situation sans clope, tiens j'ai su faire ça sans cigarette, tiens j'ai su apprécier ce moment sans cigarette, pas juste se dire j'ai arrêté de fumer. C'est reconnaître toutes les petites victoires en fait. C'est aussi oui exactement, et puis pouvoir être en capacité de pouvoir les observer, et puis du coup c'est ça qui amène, je plante la petite graine. Et cette petite graine, je viens la forger, je viens l'arroser de temps en temps, je lui donne matière juste par la pensée de finalement je suis bien et finalement je suis contente. Ouais. Et on n'a pas besoin de rentrer dans diaboliser la cigarette pour arrêter. C'est pas rentrer dans un processus inverse de ah mon Dieu c'est horrible. Ouais, victime bourreau un peu. Voilà, exactement. On n'est pas obligé de rentrer dans ça. Moi, je peux pas diaboliser la cigarette, et je diabolise absolument pas les fumeurs. Chacun y va à son rythme, et voilà. Mais c'est au moins neutraliser le fumer égale solution. Et moi, ce qui fait aujourd'hui et ce qui fait sens, c'est que je sais que fumer n'est pas une solution, quoi qu'il arrive dans ma vie. Donc, à partir du moment où on intègre ça. Et c'est ça en fait, hein, la chose la plus importante, c'est neutraliser ce fumer égale solution. Et ça vient avec le temps. Et la vie, elle va nous mettre en situation. Moi, je dis souvent, la vie, elle vient et elle nous met en situation pour aller vérifier que c'est bien ce que t'as demandé. Ouais, que t'as bien tu compris. veux vraiment vouloir arrêter de fumer? Très bien, on va aller checker. Hein. Donc, la vie, elle m'a bien challengée, moi, personnellement. Vraiment pour aller vérifier que... Et voilà. Et ça a forgé vraiment alors, je dirais mon identité de non-fumeuse. J'aime pas parce que ça ramène identité fumeur ou non-fumeur. Mais ça a forgé la Caro, je dirais aujourd'hui, qui a eu un moment de sa vie, son histoire d'amour aussi avec la clope, mais qui a juste ouvert les yeux sur la relation toxique. Voilà, et à un moment donné, c'est de se dire là on passe à autre chose. Je divorce. Là, je pas une rupture où je reprends. Là, je divorce. Pas contact. Je divorce vraiment et on passe à autre chose. Chacun sa life. Quoi. Voilà, exactement. Donc voilà pour le coup, et ouais, c'est une super, pour moi c'est une super aventure, et je pense que pour les gens qui viennent, et puis ce partage du collectif est très très important. Il y a une vraie synergie, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Il y a oui, parce que tu proposes des accompagnements en groupe, avec plusieurs personnes sur 4h30. Mais pour revenir sur cet aspect de pérennisation de l'arrêt, donc voilà, toi ce que tu dis, c'est fêter les petites victoires, continuer à se rappeler que la cigarette c'est pas une solution. Juste de temps en temps comme ça, c'est pas tous les jours, parce que sinon ça veut dire que t'es toujours en lien avec la clope. C'est juste de temps en temps, se dire finalement ça fait X temps que j'ai arrêté, et puis finalement depuis c'est peut-être quelques semaines ou quelques mois que j'ai arrêté. Pourtant depuis quelques semaines ou quelques mois, j'ai peut-être eu des choses pas forcément simples à gérer, mais j'ai réussi. Voilà, c'est
on peut le faire de manière rétrospective presque et c'est de se rappeler même quand les gens arrêtent depuis quelques années puis finissent par reprendre, c'est de se dire mais alors attends, t'as jamais vécu de stress depuis toutes ces années, t'as été épargné par tout ça, t'as jamais eu de moment un peu difficile, t'as jamais pris un moment agréable de convivialité ou même autour d'un verre ou ce genre de choses. Bah si en fait, bah oui, parce que ça s'appelle la vie. Donc mais à un moment donné il y a eu un truc dans le cerveau, une mémoire, c'est une mémoire. De toute façon, on a cette mémoire du fumeur qui est présente. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi cette mémoire, des fois, elle se réactive. Mais même si elle se réactive, c'est toujours entretenir cette notion que fumer n'est pas une solution et que quand on l'a vraiment, pas juste conscientisé, oui, je le sais que c'est pas une solution. Ouais. Grosse différence entre le conscientiser et l'intégrer. Et le vivre. Moi, je l'ai tellement bien intégré que ça a pu me traverser l'esprit, même après arrêt, ça a pu me traverser l'esprit, mais ça n'a pas empêché que même au moment où ça m'a traversé l'esprit, j'ai immédiatement intégré, non, mais de toute façon, ce sera pas la solution. Ouais. Là, même si je vis quelque chose de très, très difficile, je sais que c'est pas une solution, je vais le payer derrière. Et je savais que c'était pas l'option et que de toute façon, ça ne réglerait pas le problème que j'étais en train de vivre. Mais ça t'a permis de mobiliser justement d'autres ressources. Exactement. Qui ont été efficaces pour le coup. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on se sent fier de pas l'avoir fait et content de pas l'avoir fait. Et là, on se dit, heureusement que je l'ai pas fait quand même. Super intéressant. Et pour les personnes qui fument, mais qui ne sont pas peut-être encore prêtes et qui ont cette conscience-là de se dire oui, j'ai envie d'arrêter, mais pour le moment, j'ai pas envie. En revanche, je fume beaucoup et j'aimerais diminuer. Ça, je suis prêt à le faire, j'aimerais diminuer. Est-ce que tu as des exercices, des propositions à faire à ces personnes-là ? Alors déjà, et c'est bien ce que tu as dit, c'est être prêt à le faire. Déjà, il faut être prêt à le faire. C'est déjà la base. C'est d'être dans cette intention. Pas juste, faut que je limite la consommation. Si on est dans cet état d'esprit de il faut que je limite, déjà, dès le départ, c'est foutu. Parce que la personne va commencer à rentrer dans un peu un processus de je psychote sur la clope. J'y pense, je dois pas la prendre, je m'empêche de. Alors, si plus t'essayes de rejeter la cigarette, plus t'es branché dessus de toute façon. Donc là, c'est foutu, c'est la pire stratégie à faire. Donc, être dans cette intention. Mais ça veut dire quoi ? Être dans le fait que je suis OK avec cette idée de diminution. Donc, accepter l'idée de la diminution. C'est la base, c'est toujours pareil. Mais il faut déjà être dans cette intention. Une fois qu'on est dans cette intention, c'est de prendre ça comme un petit challenge, un petit défi, comme un jeu. En fait, il faut que ce soit quelque chose de l'ordre du ludique. Parce que si on le fait dans la contrainte, c'est pas OK. Mais si finalement la personne se dit OK, je vais me laisser prendre au jeu. Je me remets dans un état d'esprit plus de légèreté. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Presque ça peut m'amuser de le faire. Et puis, je vais me rendre compte, je vais voir, si ce petit challenge j'arrive à le relever, mais que je suis dans un état d'esprit de légèreté, à ce moment-là, c'est OK. Et on peut se dire, aujourd'hui, je peux partir avec X cigarettes. On en garde quelques-unes quand même un petit peu plus que ce qu'on s'était fixé au cas où, pour pas générer un petit stress. Ça peut être, je pars avec peut-être moins de cigarettes. Ça peut être juste, non, j'ai mon paquet normal et puis à partir de là, suite au paquet normal, je vais juste prendre que quelques cigarettes. J'en saute une sur deux. J'en sais rien. Ça peut être, chacun va trouver un petit peu sa stratégie. Mais il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Non, surtout pas. Il faut pas le faire justement. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Ouais. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose que je propose aussi. Donc, c'est le jeu de la diminution et j'explique vraiment cet état d'esprit de amusez-vous et surprenez-vous même parce que si la personne le voit un peu sous cet angle amusé, sous cet angle un peu défi, challenge, ça va complètement transformer l'expérience. Plutôt qu'il faut que j'ai essayé de réduire mais j'arrêtais pas d'y penser. Non, dès le départ on n'est pas bon. Oui, et peut-être aussi pas passer faut le faire en réduire douceur. Trop d'un coup. Exactement. C'est si on remarque qu'on fume 20 cigarettes par jour, c'est tiens aujourd'hui si j'en enlevais 2. Exactement. Qu'est-ce que ça donne ? Exactement. Parce que si c'est trop drastique, ça va être ça va pas tenir. Violent en fait. Ça va être violent puis ça va pas tenir dans le temps. À un moment donné, tu vas dire j'en ai marre, j'ai l'impression que je fais trop d'efforts. Non, en fait et moi beaucoup de personnes m'ont dit j'ai même des personnes qui sont passées d'une diminution de moitié
avant la séance à me dire, bah voilà, finalement, j'ai diminué de moitié, juste en remettant déjà un petit peu plus de conscience aussi à chaque cigarette. Donc ça peut aider. Remettre aussi cette conscience. Là, je la fume. Ok, je la fume parce que là, je suis dans le cadre d'une de mes habitudes, ou est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que là, vraiment, j'ai envie de la fumer, celle-ci? Ou est-ce que, tiens, je pourrais la prendre un petit peu plus tard? Juste se poser ce genre de questions. Est-ce que je peux être en mesure de la prendre un peu plus tard si je suis dans l'intention de la diminution? Toujours pareil. Évidemment. Et dans ces cas-là, on se rend compte qu'on est bien plus capable de choses que ce qu'on ne pensait. Ouais. Ah, génial. Super intéressant. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou partager un message aux personnes qui nous écoutent? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, s'il y avait un message à faire, ce serait un arrêt du tabac est plus facile qu'il n'y paraît. Déjà. Là aussi, on nous a bien formaté à penser à la difficulté de cet arrêt, et j'aurais tendance à vraiment à dire que je dis pas que arrêter de fumer est simple pour autant. Je dis qu'un arrêt du tabac est plus facile qu'il n'y paraît quand on le fait de la bonne manière. Quand on le fait avec la bonne approche aussi. Alors, il y a plein d'approches. Je dis pas l'une est meilleure que l'autre, mais avec celle qui nous convient, surtout. Je dirais que le plus important, c'est de lever toute la pression qu'on aurait tendance à se mettre et d'amener cela plus avec un ton, je dirais, amusé, un ton, bah tiens, et si finalement j'allais un peu plus à la rencontre de moi-même juste comme ça pour voir et se dire, bah ok, très bien, et puis même si demain, au pire, il y a une rechute, ok, très bien, mais je suis en train d'apprendre. Ouais. Quand on tombe, on se relève, de toute façon. Donc, il y a toujours. Et comme je disais, on analyse les rechutes, donc il y aura toujours. Mais je dirais se dire, oui, mais moi, ça fait trop longtemps que je fume. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Non, ou on peut mourir, de toute façon, on peut mourir écrasé par un bus en traversant la route. Oui, mais enfin, tu traverses pas la route sans regarder la route pour autant, oui. Quoi. En sachant que potentiellement, il y a un bus qui va te... Mais non, en fait, je dirais que signer pour un arrêt du tabac, c'est s'assurer une tranquillité de l'esprit, et c'est signer pour une paix. C'est ça, en fait. C'est pas juste l'hypothétique maladie de quelque chose qui pourrait subvenir ou par la suite. Non, c'est finalement qu'est-ce que tu vas retrouver réellement dans ta vie au quotidien. Et c'est vraiment cette notion du quotidien. Parce que on prend tellement pas la mesure de tout le poids qu'elle implique sur le quotidien. Ça aussi, ouvrir les yeux sur ce qu'elle génère, l'emprise mentale, physique, tout ce qu'elle nous prend en fait, parce qu'elle nous dépossède littéralement, cette cigarette. Mais quand on réalise que finalement je me libère de cette dépossession, bah finalement je retrouve une paix intérieure. Et c'est ça aussi. C'est signer pour un arrêt du tabac, c'est signer pour une paix intérieure, une tranquillité de l'esprit et re-signer pour de la légèreté dans sa vie. Génial. Génial, j'aime beaucoup cet aspect de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide et se booster à aller dans cette direction-là. Merci c'est beaucoup. Essentiel, je pense, en tout cas. Merci à toi. Caro. J'ai 2 dernières questions pour clôturer mes épisodes. La première, c'est est-ce que tu connais des ressources sur l'arrêt du tabac, peut-être qui peuvent aider les gens qui... Voilà, est-ce que tu as un livre, des choses à partager? Il y a un excellent livre qui est la fameuse méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Carr, qui est quand même un magnifique livre dans le sens où... alors, il est très redondant parce que... beaucoup de répétitions. Beaucoup de gens lisent le livre mais vont pas forcément au bout, et en fait c'est tout l'art de ce livre, c'est par la répétition, ça rentre. Alors c'est vrai que c'est un peu redondant, mais par contre il a quelque chose quand même de très très intéressant, c'est-à-dire qu'il nous fait ouvrir les yeux sur ce rôle de la cigarette. Pour moi si aujourd'hui on veut déjà rentrer dans cette partie consciente, c'est un super bouquin. Okay. Donc ça, c'est une superbe ressource. Après, j'en vois les limites, personnellement, étant dans le tabac depuis plus de 10 ans maintenant. Pour moi, il y a des choses qui ont besoin d'être approfondies, qui ne sont pas forcément vues dans cette lecture.
et qui me semblait pour moi fondamentale en tout cas. Donc en tout cas, voilà, je dirais que ça c'est une valeur sûre. C'est un bon bouquin, allez au bout de la lecture surtout, même s'il est redondant, mais c'est bien, c'est une forme de méthode d'auto-hypnose aussi. Okay. Donc voilà, ça c'est, je dirais, l'une des ressources, une chouette ressource et en plus pour vraiment pas très cher pour le coup. Nickel. Puis aussi, voilà, dans la description, je mettrai les liens vers ton site internet, etc. Ouais, et si des personnes veulent te contacter ou quoi, voilà, n'hésite pas, qu'elles puissent le faire. Ouais, je suis très dispo aussi pour ça. J'assure la préparation aussi avant au téléphone. Ils ont déjà toute une préparation avant de toute façon à faire chez eux avant séance. Et puis je suis très disponible pour le suivi et le coaching derrière. Et ça, j'y tiens énormément parce que le coaching a un rôle derrière fondamental pour vraiment pérenniser l'arrêt. Donc voilà, en tout cas moi c'est comme ça que j'envisage mon travail. Et ouais, donc si les gens ont des questions, surtout qu'ils n'hésitent pas, qu'ils reviennent vers moi. Nickel. Écoute, je vais te poser ma dernière question. Ouais. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Une terre happy? Ouais. Happy. Eh bien, une terre happy, déjà, il y a le mot terre. Et rien que ça, c'est la connexion à la nature, c'est la connexion au sens. Je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où on est de plus en plus déconnecté de toute façon. Donc, il y a ce retour à soi, aux racines. Sans nature, il n'y a rien aujourd'hui de toute façon. Mais la nature nous offre tellement. Et puis, il y aurait plein de choses dans Terre Happy. Il y a déjà aussi, donc ça, c'est cette nature où sans elle, on n'est rien. Voilà, déjà. Et ça me paraît tellement vital, cette nature. Prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin de la nature. Donc il y a ça. Et puis, Happy. Ben oui, parce que aujourd'hui, c'est les valeurs, je dirais même pas, je sais même pas si c'est le bon terme valeur, mais cette notion fondamentale qui est le partage, qui est ne serait-ce que sourire à quelqu'un et que la personne nous renvoie un sourire, c'est rien que ça nous réchauffe le cœur. Et voilà, être heureux, happy, c'est ça prend plein de facettes, plein de formes différentes. Et pour moi, de toute façon, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier un état d'être où on est bien sans cette nature. Donc voilà, il y a une union de toute façon entre les deux. Et puis après, on peut associer thérapie, la thérapie, finalement. Et pour moi, c'est un tellement beau cheminement. Je trouve que le mot en lui-même pourrait faire penser à quelque chose d'un peu, comment je peux dire, un peu de l'ancienne école on fait de la thérapie, tu vois, le côté un peu dur de la chose. Oui, voilà, et donc du coup le fait que tu l'aies décomposé aussi comme ça, je trouve ça génial. Ça amène toute cette légèreté et puis ça avec toutes les facettes de ce que ça comprend là dans l'idée de la thérapie. La thérapie, c'est pas la thérapie classique de ce qu'on s'imagine, je vais mal, je vais voir un psy. Non, la thérapie, elle a tellement de facettes et tellement de formes et ça passe aussi par la nature. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup, Caro. J'ai adoré t'écouter. Moi aussi, merci. Un grand plaisir à toi. Je suis très heureuse d'avoir été avec toi dans cet échange. Donc, un grand merci. Moi aussi. Salut. Cool. Salut.